Bonjour, je suis Mélie. Ma belle-mère m'a giflé violemment devant 500 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de céder l'entreprise de 6,9 millions de dollars que j'ai bâtie à partir de rien à son précieux fils. Mais la gifle n'était pas le début. La trahison a commencé bien avant cette nuit-là. Dans les salles de conseil, à huis clos, dans des chuchotements qui effaçaient mon nom pour le remplacer par le sien. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un de très important observait. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive lorsque la femme qu'ils essaient d'effacer se défend sans élever la voix? Avant de commencer, d'où m'écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous. Commençons. Je suis arrivé au domaine avec 15 minutes de retard. La rue était déjà bordée de berlines noires, de voituriers et de vestes impeccables. Briani m'avait envoyé 2 textos, où es-tu? Vera parade déjà partout. J'ai répondu rapidement, j'arrive dans 2 minutes. J'avais à peine eu le temps de respirer depuis que j'étais sorti de ma réunion client dans le centre-ville de Charleston. Mes talons claquaient trop fort contre l'allée en pierre alors que je marchais vite, lissant mes cheveux, essayant de ne pas me sentir pressé. Je détestais être en retard, surtout pour quelque chose que je finançais. Les portes d'entrée se sont ouvertes sur une pièce baignée d'une douce lumière de bougies et d'une élégance étudiée. Le manoir historique avait été rénové avec un décor moderne et minimaliste, mais l'âme du vieux Charleston persistait, les moulures couronnées, les planchers en bois d'origine, la légère odeur de cire au citron. La salle a éclaté en applaudissements à mon entrée, juste à temps pour entendre le maître de cérémonie annoncer, et la voici, la charmante future Madame Landreau. Applaudissements polis. Certains se sont tournés pour regarder, d'autres ont simplement continué à siroter leur cocktail. Aucune mention du fait que moi, Mélie Ravenwood, j'étais la raison pour laquelle tout cet événement existait. J'ai signé le contrat de location du lieu. J'ai payé le fleuriste. J'ai financé la campagne à laquelle on portait un toast ce soir. J'ai souri à travers le brouillard de l'humiliation, la piqûre d'être invisible. J'ai balayé la salle du regard à la recherche de Briani et les repéré près du bar au miroir, serrant déjà un verre de vin blanc comme une arme. Je me suis approché rapidement, passant devant des arrangements floraux qui criaient la vieille fortune et l'aisance. Tu as entendu ça? Briani s'est penché vers moi. Tu es une charmante future madame maintenant. Ma gorge s'est nouée. J'ai pris une gorgée de son verre avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Je n'ai même pas droit à un titre à mon propre événement. Et regarde ça. Elle m'a tendu une serviette de table pliée, un élégant coton ivoire, monogrammé en lettres dorées, gala de l'héritage Landreau. Ce n'est pas notre marque, ai-je marmonné. M'avant-corps n'est même pas mentionné. Continue. Briani a fait un signe de tête vers l'écran géant à l'avant de la salle de bal. Un diaporama tournait en boucle. Des photos de Joran posant avec des cadres. Vera un gala de charité. Une citation en lettres cursives grasses, une vision par Joran. J'ai serré la mâchoire. Je leur ai envoyé notre dossier de branding, ai-je chuchoté. C'était censé mettre en avant la fusion, pas, peu importe ce que c'est. Briani a esquissé un sourire crispé. Peut-être que tu n'es plus que l'associée silencieuse maintenant. J'ai expiré par le nez. Où sommes-nous assises? Elle m'a tendu une enveloppe noire, élégante et scellée. À l'intérieur se trouvait une carte de menu en papier cartonné crème. J'ai froncé les sourcils. Table 12? J'ai regardé à nouveau. Près de la cuisine, a dit Briani avant que je ne puisse demander. Je me suis dirigé vers l'avant pour trouver Joran. Il se tenait à côté de Vera, tous deux rayonnant sous le lustre, divertissant un cercle d'investisseurs et de personnalités mondaines. J'ai attendu une pause, puis je me suis avancé. Salut, ai-je dit doucement. Petite question. Pourquoi sommes-nous à la table 12? Joran a cligné des yeux. Quoi? Briani et moi. Nos places. Elles sont près de la cuisine. Je pensais que nous étions les hôtesses. Vera s'est tournée vers moi, tout en perles et en botox. Oh, ma chère, a-t-elle roucoulé. Le personnel s'est encore trompé? Ils sont juste surmenés. Je vais demander à quelqu'un de corriger ça. Je connaissais ce ton. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était un renvoi avec le sourire. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit d'un ton plat. Nous nous assiérons où on nous le dit. De retour à la table 12, Briani dépliait déjà sa serviette comme un drapeau de reddition. Un serveur est passé avec l'amuse-bouche et a eu un temps d'arrêt. Oh,
Madame Landreau, je veux dire, Mademoiselle Ravenwood. Désolé, vous n'étiez pas censé. Briani l'a congédiée d'un geste de la main. Elle a l'habitude de ne pas être sur la liste. J'ai fixé le carton de placement devant moi. Il ne portait même pas mon nom, juste un générique d'invité de Monsieur Landreau. Au moment où les discours ont commencé, j'étais anesthésié. Joran a tapoté son verre de champagne et s'est levé devant la foule. Merci à tous. Ce soir, il est question d'héritage, de construire quelque chose qui durera. J'ai regardé sa bouche bouger, j'ai vu l'admiration dans les yeux de Vera, la façon dont elle époussetait des larmes invisibles. Mon inspiration, mon roc, a dit Joran en levant son verre, a toujours été ma mère. Tout ce que j'ai appris sur les affaires, sur l'endurance, vient de son exemple. J'attendais mon nom, un signe de tête, ne serait-ce qu'un merci. Rien. Briani m'a serré la main sous la table. Ce n'est pas grave, ai-je chuchoté. Tout va bien. Et plus tard, dans les toilettes, j'ai regardé mon reflet. L'éclairage était trop flatteur pour correspondre à mon humeur. Mes cheveux étaient parfaits. Ma robe me seyait comme une armure, mais la femme qui me regardait en retour semblait effacée. Cette entreprise était la mienne, ai-je murmuré, avant même qu'il ne sache ce que B2B signifiait. J'ai passé de l'eau froide sur mes poignets pour me recentrer. J'avais bâti ma corps depuis un bureau dans une deuxième chambre avec 3 clients et un ordinateur portable. J'avais dormi dans des aéroports, manqué des Noëls. J'avais une fois fait une présentation à un conseil d'administration du Fortune 500 alors que j'étais sous antibiotiques pour une pneumonie ambulatoire. Je n'avais pas fait tout ça pour devenir la charmante future madame. En sortant des toilettes et en rentrant dans la salle de bal, la musique était passée au jazz. Les invités étaient assis pour le dîner. Un serveur s'est approché de moi, souriant vivement. « Madame Landreau, voici votre menu. » Il m'a tendu une carte lourde et gaufrée. J'ai baissé les yeux. Madame Mélie Landreau, invitée de soutien. Je suis resté immobile un instant, puis j'ai levé les yeux vers le serveur. Il était déjà parti. En avançant, je l'ai finalement compris, ma place n'avait jamais été à la table, seulement à côté. Cette prise de conscience n'a pas été un coup de tonnerre. Elle s'est glissée silencieusement, comme un courant d'air froid à travers une fenêtre fermée, le genre qui vous fait vous demander si la maison vous a jamais tenu chaud. 2 semaines ont passé. J'ai continué à aller travailler comme si de rien n'était, laissant le rythme des feuilles de calcul et des appels clients couvrir l'écho de cette soirée. Mais quelque chose en moi s'était fissuré. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de la suspicion. Un bourdonnement silencieux et rongeant sous tout le reste. Ce matin-là, je parcourais mes courriels en buvant mon café dans mon bureau quand un associé junior, un jeune brillant nommé Théo, m'a transféré une note de remerciement d'un investisseur potentiel, et excellente présentation de Joran et de sa mère. Enthousiasmé par la direction de ma corps sous une direction aussi forte. J'ai cligné des yeux. Je n'avais pas assisté à cette réunion. Je n'avais même pas été invité. La présentation à laquelle il faisait référence, je ne l'avais jamais vue. Mes mains se sont crispées autour de la tasse en céramique. J'ai cliqué sur les pièces jointes. Les diapositives étaient soignées, professionnelles. Elles portaient l'image de marque de mon entreprise, les couleurs que j'avais choisies, les valeurs que j'avais défendues, mais aucune de mes empreintes. Briani est arrivé un peu après 9 heures, tenant son habituel café glacé et sa tablette. Je n'ai même pas levé la tête. Sort le dernier prospectus pour les investisseurs, celui que Vera et Joran ont utilisé jeudi dernier. Elle s'est figée au milieu d'une gorgée. Tu n'étais pas à cette réunion. Non. Et apparemment, la vérité non plus. 15 minutes plus tard, elle est revenue dans mon bureau, le visage pâle. Tu dois voir ça. Elle a posé un dossier imprimé devant moi. Un nouveau prospectus. Le logo restait inchangé, mais à l'intérieur, cofondateur stratégique, Joran Landreau, ai-je lu à haute voix. Et regarde plus bas, a dit Briani, la voix tendue. En 3e sur la page, en plus petits caractères, sous le nom de Vera en tant que présidente du conseil de surveillance de l'héritage, se trouvait le mien, conseillère fondatrice, Mélie Ravenwood. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Briani a posé une main sur mon épaule. J'ai vérifié les métadonnées du fichier. Il a été modifié depuis l'adresse électronique de Vera. C'est elle qui l'a soumis au conseil. Elle a ajouté, et écoute ça.
Le titre du fichier était le plan de succession, brouillon 2, donc ce n'était pas le premier. Vers midi, Vera est arrivée. Sans appel, sans préavis. Elle a franchi les portes en verre dans un blazer jaune citron comme si l'endroit lui appartenait. Ma chérie, m'a-t-elle salué, les joues tendues par une fausse chaleur. Tu es une femme difficile à attraper ces temps-ci. Je ne savais pas que je devais être attrapé, ai-je répondu en me levant. Briani s'est discrètement éclipsée, refermant la porte du bureau derrière elle. Vera s'est installée dans le fauteuil en face de mon bureau, croisant les jambes avec une élégance étudiée. J'ai vu le prospectus mis à jour, ai-je commencé. Elle a souri. Oh, ça. Juste quelques ajustements. Les investisseurs préfèrent un nom reconnaissable en première ligne. Tu comprends. Et conseillère fondatrice, c'est quoi maintenant? Décoratif? Vera a penché la tête. Ce n'est qu'une question d'image, ma chérie. Les hommes concluent des affaires, surtout les hommes Landreau. Tu es brillante. Personne ne remet ça en question. Mais tu sais comment le jeu se joue. J'ai soutenu son regard. Non. Je sais comment le jeu est truqué. Elle n'a pas sourcillé. J'ai bâti l'héritage avec mon mari pendant 40 ans. Je ne laisserai pas Joran partir de rien alors qu'il pourrait diriger avec force. Vous voulez dire avec votre force? Je veux dire en famille. Le mot avait un goût de pourriture dans sa bouche. Après son départ, Joran a appelé. Bien sûr, il n'est pas venu en personne. Il ne le faisait jamais quand les choses étaient compliquées. Écoute, a-t-il dit, la voix basse et fatiguée. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Tu savais. C'est juste du positionnement. Les investisseurs aiment mieux l'histoire comme ça. C'est temporaire. Jusqu'à quoi, ai-je demandé. Jusqu'à ce que je cède tout? Il a hésité. Allons, Mélie. Tu en fais toute une histoire. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez déjà fait. J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, de retour à la maison, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit rejouait sa voix, son sourire, l'expression sur le visage de Briani. Vers minuit, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Joran est entré, portant une boîte en velours. Il est venu dans le salon, où j'étais assise pieds nus, enveloppé dans un plaid. J'ai apporté ça, a-t-il dit en l'attendant. Mettons tout ça de côté. On va se marier, tu te souviens? J'ai ouvert la boîte. Ce n'était pas une bague, juste un mot plié. Je l'ai déplié lentement. Bientôt, tu n'auras plus à te soucier des décisions. La famille prend soin d'elle-même. Vera. Mon sang s'est glacé. Je me suis levé, je suis passé devant lui sans un mot et je me suis enfermé dans le bureau à domicile. Là, j'ai sorti les documents de constitution originaux de mon classeur verrouillé mon nom, ma signature, mes conditions. J'ai chuchoté à la pièce vide, personne ne me prendra ça. Pas en silence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. J'ai somnolé sur le canapé de mon bureau, les documents de constitution originaux pressés sous ma paume comme s'ils pouvaient manquer à quelque chose de réel, de mien. La lumière du matin s'est glissée par les fenêtres, rendant le parquet pâle et froid. Je suis resté là longtemps après le lever du soleil, mon corps immobile mais mon esprit faisant les 100 pas comme s'il s'entraînait pour une guerre. En milieu de matinée, j'ai conduit vers le nord, en direction de la maison du nord de la péninsule. J'avais besoin d'air, de distance et d'un rappel de qui j'étais avant de laisser quiconque m'appeler madame au lieu de Mélie. Cette maison était le dernier endroit où ma mère avait vécu avant de mourir. Et bien que je n'y aille que rarement maintenant, quelque chose dans ce moment avait besoin d'elle. L'air était vif et sec lorsque j'ai emprunté le chemin de gravier. L'automne avait déjà commencé sa lente progression sur les arbres. Des feuilles d'érable aux pointes rouges frôlaient le pare-brise comme pour me souhaiter la bienvenue. À l'intérieur, tout était tel que je l'avais laissé, encore un peu poussiéreux mais chaleureux. J'ai préparé du thé, non pas parce que j'en voulais, mais parce que c'est ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de réfléchir. J'ai attrapé le coffre sous le vieux miroir du couloir. C'était l'une des rares choses que j'avais gardées après ses funérailles. Je ne l'avais jamais vraiment fouillé, pas depuis cette semaine après sa mort où tout semblait trop fragile pour être touché. J'ai soulevé le couvercle étrié de vieilles enveloppes de photos, des recettes manuscrites, des cartes de vœux fanées avec son écriture nette et soignée. Puis je l'ai vu. Une coupure de journal jauni,
plié dans un mouchoir à fleurs. J'ai déplié le tissu et j'ai regardé fixement. Une boulangerie locale cède sa propriété à son neveu, lisait le titre. Et en dessous, une photo en noir et blanc d'une devanture avec une nouvelle enseigne, les Pins de Marleau, le nom de mon oncle. Mais les fenêtres avaient toujours ces rideaux blancs caractéristiques, son menu à la craie, sa fierté. J'ai cligné des yeux. J'avais oublié ça. Elle ne s'était jamais plainte. Elle avait même souri le jour où c'est arrivé. Elle disait que c'était le mieux pour la famille. Qu'il était temps de passer le flambeau. Mais je me souviens maintenant. Elle a pleuré toutes les nuits pendant des semaines après ça, des pleurs silencieux, cachés derrière la porte de la buanderie, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Ils ont appelé ça une transition, ai-je chuchoté à voix haute. Tout comme Vera. Ce mot transition sonnait doux, professionnel, mais en vérité, c'était un scalpel. J'ai replié la coupure de presse avec des mains tremblantes et suis retourné à Charleston en silence. Briani m'a retrouvé au bureau avec une mine sombre et un dossier juridique sous le bras. Je ne voulais pas gâcher ton séjour, a-t-elle dit, mais tu dois voir ça. Elle a laissé tomber le dossier sur mon bureau et l'a ouvert. C'est un contrat de mariage. Je n'ai rien signé, ai-je dit sèchement. Je sais, mais Vera a demandé à son avocat spécialisé en succession d'en rédiger un. Il a été déposé sous un nom de société écran. Je ne l'ai trouvé que parce que je faisais des recoupements dans les archives publiques pour une autre affaire. Elle a sorti le document et a pointé le paragraphe 8. Après le mariage, toutes les innovations dérivées et les propriétés intellectuelles liées à Mavencor Solutions seront considérées comme faisant partie de l'héritage partagé. Landro est soumise à la surveillance de la direction familiale désignée. Ma bouche s'est asséchée. Ils m'ont effacé de mon propre esprit, ai-je dit d'un ton plat. Les yeux de Briani ont brillé. Ils essaient de t'absorber. Ils ont planifié ça comme une acquisition hostile, ai-je marmonné, plus pour moi-même que pour elle. Et pour eux, je ne suis pas une fondatrice. Je suis un actif. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond au-dessus de mon lit, les poings serrés autour des draps. La rage ne brûlait pas à chaud. Elle brûlait à froid. Concentré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai élaboré une stratégie. Au matin, j'avais une chose de prévue. J'accepterais l'invitation à dîner que Vera avait envoyée pour vendredi soir. Une célébration de l'héritage, lisait la carte. Elle pensait probablement que j'arriverais dans une robe modeste, que je m'excuserais d'avoir fait des vagues et que je baiserais l'anneau. Au lieu de cela, j'ai imprimé quelque chose de fin, de dévastateur et de parfaitement synchronisé. J'ai glissé le document dans une enveloppe crème et l'ai posé à côté de mes clés. Vendredi est arrivé tranquillement. Je me suis habillé en noir, des lignes nettes et épurées, sans bijoux, sans fioritures. Je suis arrivé seul et suis entré dans le domaine Landro avec un calme qui me déstabilisait même moi. Joran m'a accueilli avec ce sourire poli que j'avais tant aimé. « Tu es venu ?» a-t-il dit. « Oui. » Il a jeté un coup d'œil à l'enveloppe dans ma main. « Qu'est-ce que c'est ?»« Juste quelques papiers », ai-je dit en le dépassant pour me diriger vers la salle à manger. Le dîner était formel, guindé à la manière de la vieille fortune, avec des bougies assez hautes pour projeter des ombres sur le plafond poli. Vera était assise en bout de table comme une reine, souriant au rire, acceptant les compliments comme s'ils lui étaient dus. La semaine prochaine, a-t-elle annoncé entre le deuxième et le troisième plat, nous finalisons le transfert. Tout est en bonne voie pour que le nom Landro prenne sa place légitime dans le leadership technologique. J'ai posé l'enveloppe à côté de son verre de vin. Vous voudrez voir ça d'abord. La pièce est tombée dans le silence. Vera a ouvert le rabat avec des doigts précautionneux. Elle a sorti le document, ses yeux le parcourant, puis s'arrêtant, puis se plissant. Silence. Joran s'est penché. Qu'est-ce que c'est ? Le visage de Vera était devenu pâle. Je me suis levé lentement, les pieds de ma chaise glissant doucement sur le tapis. J'ai croisé son regard et j'ai dit, « Vous avez joué aux échecs avec une reine. » Elle a tressailli. Échec. Vera ne parla pas. Elle fixa simplement les papiers comme s'ils avaient pris feu dans ses mains. Tous les autres autour de la table s'arrêtèrent aussi. Fourchette en l'air, verre de vin suspendu à mi-chemin des lèvres, conversation figée. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de la voir tressaillir à nouveau. Je suis sorti sans attendre le dessert. À la fin du week-end, les chuchotements avaient commencé. Lors d'un brunch avec une partenaire technologique locale le lundi matin,
Elle m'a regardé avec prudence. J'ai entendu dire que tu avais annulé le projet de fusion. Tout va bien, Mélie? J'ai offert un sourire si poli qu'il aurait pu couper de la porcelaine. Les choses sont exactement comme elles devraient être. Ce soir-là, Brianny m'a montré une capture d'écran d'une conversation de groupe du cercle des épouses d'hommes d'affaires de Charleston. Elle est en train de s'effondrer. Surmenée, la pauvre. Soyons honnêtes, c'est la mère de Joran qui a fait avancer la marque. C'était risible, si ce n'avait pas été si familier. J'ai fermé l'écran et n'ai rien dit, car je savais qui avait commencé, et je savais exactement comment elle opérait. Vera ne faisait jamais de gestes publics à moins d'avoir déjà empoisonné les gestes privés d'abord. Le jeudi suivant, j'ai reçu un appel de la juge Isolda Héron, maintenant à la retraite mais autrefois une figure respectée tant dans la médiation commerciale que dans notre cercle social familial. Elle avait célébré le mariage de mon cousin. Envoyé des cartes manuscrites chaque Noël. Elle était charmante, vive, mais j'avais appris à mes dépens que les outils tranchants coupent dans les deux sens. Mélie, ma chère, a-t-elle commencé? J'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques tensions. C'est un mot pour le dire, ai-je répondu. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous rencontrer. Terrain neutre, juste une conversation. Vous savez, j'ai toujours beaucoup aimé votre mère. Elle était la grâce sous le feu. Cette dernière phrase a fait se contracter quelque chose derrière mes côtes. La grâce sous le feu. C'est ainsi qu'ils ont appelé le moment où ma mère a tout perdu tout en continuant à faire du pain pour les collectes de fonds de l'église, comme si elle ne venait pas d'être effacée de l'entreprise qu'elle avait bâtie. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de Queen Street. C'était confortable, rempli de l'odeur de cannelle et de beurre. J'ai choisi une table près de la fenêtre. Isolda est arrivée portant des perles, un cardigan, des manières parfaites plus acérées que ses mots. Elle a commandé une tisane à la camomille. Vera m'a demandé de vous parler. Non pas pour forcer quoi que ce soit, a-t-elle ajouté en me tapotant la main. Mais peut-être pour vous rappeler ce que héritage signifie. Nous, les femmes, oublions souvent que l'orgueil peut coûter plus cher qu'un partenariat. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai attendu que le serveur ait posé sa tasse, puis j'ai dit doucement, l'héritage ne vient pas de la soumission, et l'ego n'est pas de dire non au vol. Ses yeux se sont légèrement agrandis, mais elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Pourtant, elle a proposé, n'y a-t-il pas de place pour un compromis? Pas quand le jeu était truqué avant même que je n'entre dans la pièce. Elle n'a pas insisté. Le lendemain matin, j'étais assise avec mon équipe juridique dans une salle de conseil ensoleillée. 3 avocats, un parajuriste, et Brianny à mes côtés comme une armure aux cheveux. Nous avons tout exposé, pièce par pièce. Les brouillons que Vera et Joran avaient tenté de faire circuler, des documents avec l'entête de l'entreprise que je n'avais jamais approuvée, datés sous une société écran que j'avais laissé expirer il y a 5 ans. Ils n'avaient aucune valeur juridique, mais si quelqu'un de moins méticuleux que Brianny les avait vus, cela aurait pu devenir sérieux. L'intention comptait. L'intention était tout. Joran, bien sûr, a essayé une fois de plus, m'envoyant un texto après minuit, « Pourquoi nous fais-tu ça ?» J'ai fixé son message, le pouce en suspens. Puis j'ai tapé en retour, « Tu poses la mauvaise question. Pourquoi fais-tu ça avec elle ?» Je n'ai jamais appuyé sur envoyer. Je l'ai laissé là. Certains silences parlent plus fort que la vérité. Avant midi, notre cabinet avait préparé la mise en demeure, propre, chirurgicale, et truffée de citations de précédents juridiques pour la reclassification contrainte de propriété intellectuelle et la fausse déclaration d'actifs. C'était précis, froid, élégant. J'ai signé sans hésitation. La copie finale a été envoyée par courriel directement au conseil de Vera. Une deuxième version, en copie cachée, a été envoyée au conseil des affaires de Charleston, marquée et confidentielle. Laissez-les chuchoter à ce sujet. En quittant le bâtiment, le soleil était haut, perçant à travers le verre des tours du centre-ville. J'ai mis mes lunettes de soleil, vérifié mon téléphone. Un nouveau message de Vera, « Tu regretteras d'avoir humilié cette famille. Regarde ce qui va se passer. » Je suis resté sur le trottoir, laissant le message dans ma main comme un charbon ardent. Puis j'ai expiré lentement. Voyons qui se brûle. Le message flottait encore sur mon écran lorsque je suis entré chez Mavan-Cor le lendemain matin. Tu regretteras d'avoir humilié cette famille. Regarde ce qui va se passer. Il avait été envoyé à 23h48. Du Vera tout craché,
frappant après les heures de bureau quand elle savait que je serais seul, à faire défiler en silence avec seulement mes pensées pour me tenir compagnie. Je n'ai pas eu le temps de m'y attarder. Mon téléphone vibrait déjà sans arrêt alors que je franchissais les portes en verre de notre immeuble du centre-ville. Briani m'a rejointe à l'ascenseur, le visage crispé. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit sans préambule, en brandissant sa tablette. Un blog dont je n'avais jamais entendu parler avait publié une exclusivité. Le titre disait « Fracture à la direction, la PDG de Mavencor sous examen interne ». En dessous, une photo de mes années universitaires, prise lors d'une fête sur la plage dont je me souvenais à peine, un gobelet rouge à la main, les cheveux au vent, les yeux flous. Je n'avais pas vu cette photo depuis des décennies. D'une manière ou d'une autre, elle était maintenant attachée à de vagues accusations de décisions erratiques, des allocations de fonds douteuses et d'un conflit interne en cours. Il présente ça comme une information anonyme, a dit Briani doucement. Mais c'est trop coordonné. Et cette photo, seule une personne ayant un accès personnel ancien aurait pu la voir. Mon cœur s'est serré. Joran. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte, sans même m'asseoir. Le courriel du service juridique était déjà ouvert sur mon ordinateur. Objet, révision du dépôt interne, mise à jour du statut de qui PDG. Briani me l'avait transféré pendant la nuit avec une note, tu n'as pas approuvé ça. C'est passé après les heures de bureau. À l'intérieur du document se trouvait un formulaire déposé sur notre plateforme d'investisseurs internes, listant désormais Joran Landreau comme qui PDG par intérim, avec effet immédiat. 3 membres du conseil l'avaient paraphé, pas signé, mais pris acte. Mon nom restait listé comme fondatrice, mais le statut de fondatrice n'arrête pas un couteau quand il est déjà à mi-chemin dans votre dos. Je me suis assise lentement, les paumes à plat sur le bureau. Ce n'était plus une manœuvre d'entreprise. C'était une démolition non seulement de ma position, mais de ma personne. Dehors, par la fenêtre, le port de Charleston scintillait comme si de rien n'était. À l'intérieur de ma poitrine, j'ai senti quelque chose se fissurer doucement. Ma mâchoire, mon dos, ma respiration et je tenais tout ensemble trop fermement. Pour la première fois, j'ai verrouillé la porte de mon bureau. Et puis je l'ai chuchoté à voix haute. Ce n'est plus une bataille. C'est un démantèlement. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, immobile, jusqu'à ce que j'entende frapper. C'est moi, a appelé doucement Briani. J'ai ouvert la porte, sans rien dire. Elle est entrée, tenant un petit cadre que je n'avais pas vu depuis des années. Elle gardait ça dans sa cuisine, a dit Briani, en posant la photo devant moi. Ta mère. C'était ma mère, debout devant sa boulangerie, son nom encore peint à la main au-dessus des fenêtres. 1 an avant que son frère ne prenne discrètement la relève et le remplace par le sien. Elle n'a pas abandonné, a dit Briani. Même quand ils l'ont effacée. J'ai regardé la photo, et pendant un moment, je n'ai rien pu ressentir. Puis, doucement, j'ai dit, elle ne l'a jamais récupérée. Briani n'a pas sourcillé. Non. Mais toi, si. Cette nuit-là, alors que je me versais un verre d'eau, j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Joran. Il se tenait là avec ce même sourire qu'il utilisait pour me désarmer, à l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Salut, a-t-il dit, comme si c'était normal, comme s'il n'avait pas juste essayé de me retirer le tapis sous les pieds. Je peux entrer? Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus. Je me suis écarté, mais je ne l'ai pas regardé. Il est entré comme s'il n'était jamais parti. Écoute, a-t-il commencé. Je pense que tout ça, tout, est devenu trop grand, trop vite pour nous tous. Je n'ai rien dit. Peut-être qu'il est temps que tu prennes du recul, juste pour un moment, a-t-il continué. Laisse les choses se calmer. Laisse le conseil se calmer. Tu seras toujours le cœur de la marque, Mel. Il a tendu la main comme s'il allait toucher mon épaule. Je me suis reculé. Joran, ai-je dit lentement, quand tu me regardes, ne vois-tu vraiment pas la personne que tu trahis? Il a cligné des yeux. J'essaie de protéger ce que nous avons construit. Non, ai-je dit. Tu essaies de protéger ce que tu peux prendre. Il n'a pas répondu à cela, a juste expiré et s'en est allé. Après son départ, je me suis assise sur le canapé dans le noir. La ville à l'extérieur de ma fenêtre pulsait de vie, mais je me sentais vide. J'ai regardé la photo encadrée que Briani avait laissée sur mon bureau plus tôt. Ma mère s'était usé les mains pour construire quelque chose à partir de rien.
Elle l'a perdu non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'ils ont décidé que son nom n'avait pas d'importance. J'étais resté silencieuse trop longtemps. J'ai pris mon téléphone et ouvert le fil de discussion juridique. Plus de terrain d'entente, plus de compromis. J'ai tapé lentement, délibérément, nous ne négocions plus. Préparez la plainte. Au moment où le soleil de lundi s'est levé sur la batterie, j'étais déjà réveillé depuis des heures. Non pas à cause de la nervosité, celle-ci avait depuis longtemps été balayée, mais par une forme de préparation, celle qui s'installe dans votre poitrine lorsque vous avez enfin cessé de demander pourquoi, et commencé à demander, comment puis-je mettre fin à cela. Je suis arrivé au tribunal civil de Charleston juste après 7 heures du matin, portant le même costume gris ardoise que j'avais autrefois porté pour décrocher le premier contrat de plusieurs millions de dollars de mon entreprise. Mes doigts se sont légèrement recroquevillés alors que je tenais le stylo au-dessus de la ligne pointillée. Un léger tremblement a parcouru ma main, mais ma signature était toujours nette. Ravenwood contre Landreau. Chef d'accusation, fraude civile, diffamation, manquement à l'obligation de fiduciaire, tentative de transfert hostile. Le greffier a pris le dossier et a hoché la tête comme si ce n'était qu'un autre papier déposé dans le système. Pour moi, c'était une déclaration. Je n'étais pas leur victime. J'étais leur règlement de compte. Plus tard ce matin-là, j'ai rencontré Monsieur Grieve dans la salle de conférence étroite et sans fenêtre de son cabinet d'avocat. Il a placé la copie officielle et estampillée du dépôt sur la table entre nous comme une pièce d'échec. Ils vont vouloir du sang maintenant, a-t-il dit d'un ton plat, en croisant les mains. Ce ne sera pas un litige propre. C'est Vera Landreau. J'ai soutenu son regard sans ciller. Moi aussi. Le même après-midi, Briani a appelé. Sa voix était tendue. Il faut que tu viennes. Je me suis dirigé vers son appartement de l'autre côté de la ville. Sur sa table basse se trouvait une boîte à dragées de mariage immaculée, blanche et dorée, nouée d'un élégant ruban de satin. Je l'ai reconnue. C'était la boîte d'échantillons pour les plans du dîner de répétition de Vera. À l'intérieur, il y avait un seul objet, une clé USB. Nous l'avons branchée sur l'ordinateur portable de Briani. Pas d'étiquette, pas d'horodatage, juste un fichier audio. J'ai appuyé sur lecture. Une seconde de silence, puis la voix de Vera, nette et délibérée, une fois qu'elle sera mariée, nous n'aurons plus besoin d'elle. Nous la ferons passer pour instable. Ensuite, Joran prendra le contrôle total. Ce sera fluide. Si elle résiste, nous dirons qu'elle est paranoïaque. J'ai mis l'enregistrement en pause. Le salon était silencieux, à l'exception de la respiration régulière de Briani. Quelqu'un dans cette maison l'avait enregistré. Quelqu'un avait décidé que trop c'était trop. Je n'ai pas demandé qui. Quiconque l'avait envoyé avait fait plus pour moi que Joran ne l'avait jamais fait. Cette nuit-là, j'ai rappelé Grieve. Je vous envoie quelque chose, ai-je dit. Nous ne le divulguerons pas à la presse. Juste au conseil d'éthique. Discrètement, stratégiquement. Il savait exactement où aller. D'ici mercredi, la blogosphère juridique de Charleston était en feu. Le blog Éthique et Affaires Exécutives a publié une analyse anonyme, ingérence familiale contraire à l'éthique dans la gestion d'une entreprise de taille moyenne. Elle comprenait des transcriptions d'une conversation familiale privée suggérant une manipulation de la gouvernance d'entreprise pour une consolidation personnelle. Les citations étaient tirées directement de la voix de Vera. Je n'ai pas dit un mot publiquement. Je n'en avais pas besoin. En 2 jours, les appels ont cessé. Les courriels ont ralenti. Les membres du conseil d'administration se sont tus. Ma boîte de réception, autrefois un tourbillon d'inquiétude et de messages discrets du type « ça va », est devenue immobile. Mais tout le monde n'est pas resté silencieux. Joran a envoyé un message jeudi matin, cet enregistrement est hors contexte. Tu es en train de nous ruiner. J'ai fixé le texto pendant un long moment. Puis j'ai tapé, non, c'est vous qui avez fait ça quand vous l'avez laissé parler pour vous deux. Je n'ai jamais appuyé sur envoyer. À la place, j'ai simplement bloqué le numéro. D'ici vendredi, quelque chose d'autre a commencé à changer. L'opinion publique. D'anciens clients, de petits entrepreneurs, même des investisseurs conservateurs de longue date ont commencé à s'exprimer en ligne. Discrètement d'abord, puis de manière constante. Elle a bâti ma corps à partir de rien. Pas de nom de famille, pas de cuillère en argent dans la bouche, lisez un message. Un autre, j'ai fait des affaires avec elle quand elle travaillait depuis un bureau en coworking au centre-ville.
Personne d'autre ne voulait prendre notre contrat. Et puis, celui qui m'a fait m'asseoir et rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était enfin vrai, elle a bâti quelque chose à partir de rien, et ils ont essayé de la vider de sa substance en perles. Je riais encore quand Briani est entré dans mon bureau avec une enveloppe élégante. Ceci est arrivé par la réception de l'immeuble, a-t-elle dit en me l'attendant. Je l'ai ouverte et j'ai déplié le papier cartonné épais. Vous êtes cordialement invité au dîner de répétition Landreau Ravenwood. Samedi, 19h, domaine de Vera Landreau. Tenue de soirée exigée. Veuillez confirmer votre présence. Briani a haussé un sourcil. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sans amertume ni épuisement. Oh, j'y serai. L'air nocturne de Charleston collait à ma peau, lourd d'humidité et de jugement. Je me tenais à l'entrée de la grande salle de bal du musée de Charleston, laissant le poids du moment s'installer sur mes épaules. Mon reflet s'est brièvement attrapé dans les portes vitrées, robe noire élégante, aucun bijou à l'exception de la fine chaîne que ma mère portait autrefois en signant les papiers de sa boulangerie. Ce soir-là, elle pensait construire un héritage. Je la portais pour me rappeler que je terminais ce qu'elle n'avait jamais pu faire. À l'intérieur, la salle de bal brillait d'une élégance étudiée, lumières ambrées douces, arrangements floraux imposants, flûte de champagne dans chaque main. Mais sous le scintillement, la tension pulsait. Je ne me suis pas dirigé vers la table familiale. Je n'ai pas salué les invités qui bordaient la balustrade en velours. J'ai simplement marché jusqu'à l'extrémité de la pièce et je suis restée silencieuse, observant, attendant. Une femme en perles a chuchoté à son mari, ses yeux se tournant vers moi. C'est elle, a-t-elle dit. Il a plissé les yeux. Celle qui poursuit ses propres beaux-parents en justice. Non, a-t-elle corrigé. Celle qu'ils ont essayé d'effacer. Je n'étais pas ici pour me mêler aux autres. J'étais ici pour y mettre un terme. Vera a pris le micro avec l'aplomb d'une reine de beauté. Sa voix, mielleuse, a roulé sur la pièce comme un rideau qui tombe. Ce soir, a-t-elle commencé, nous célébrons la famille, la tradition, l'unité. Elle m'a jeté un regard de l'autre côté de la salle. Les choses qui perdurent quand les émotions ne le font pas. Je n'ai pas bougé. Elle a levé son verre. À l'héritage Landreau. Puisse-t-il toujours trouver les bons gardiens? C'était mon signal. J'ai levé mon verre lentement, laissant la tige tourner légèrement entre mes doigts. Puis, d'une voix claire et calme, j'ai parlé assez fort pour que la pièce se taise. Aux femmes qui bâtissent seules, ai-je dit, et à ceux qui essaient de voler en silence, jusqu'à ce qu'ils soient vus. C'était comme briser de la porcelaine. Le murmure des voix s'est arrêté. Les verres se sont immobilisés en l'air. Un homme a baissé son téléphone, oubliant d'appuyer sur enregistrer. De l'autre côté de la pièce, le visage de Joran a perdu ses couleurs. Les yeux de Vera se sont plissés. Elle a posé sa flûte sur la table sans un bruit et a commencé à marcher vers moi. Elle était encore à 3 pas quand sa voix a coupé le silence. Espèce de petite ingrate, amère. Et puis c'est arrivé. La gifle ne fut pas un sifflement doux. Elle fut nette, brutale, sans équivoque, une gifle qui a tranché à travers la musique et les murmures. La foule a eu un hoquet collectif. Quelqu'un a fait tomber un verre de vin. La tige s'est brisée. Ma joue piquait, mais je n'ai pas tressailli. Je suis resté immobile. Droite. Briani a été la première à bouger, s'interposant entre nous comme un mur de tempête. Touchez-la encore une fois, a-t-elle prévenu, et vous n'aurez pas besoin d'un avocat. Vous aurez besoin d'une civière. La sécurité a commencé à s'approcher, mais j'ai levé une main pour les arrêter. La voix de Vera craquait de rage. Elle ne mérite rien. Cette entreprise était un cadeau pour notre famille. Un cadeau, ai-je répété, toujours figé sur place. C'est ce que vous vous dites la nuit. Joran s'est précipité et a attrapé le bras de Vera. Sa voix était à peine un murmure, mais je l'ai entendu. Tu viens de tout anéantir. Autour de nous, les invités ont commencé à reculer. Certains chuchotaient, d'autres regardaient avec le silence stupéfait de personnes réalisant qu'elles avaient applaudi le mauvais camp depuis le début. J'ai remarqué un des investisseurs, Paul Garrison, qui murmurait à sa femme. Il ne cachait même pas ses mots. Calomnie, agression publique, manquement aux convenances, elle n'obtiendra plus jamais de financement. Mais il ne parlait pas de moi. Et puis est venu le rebondissement final que je n'avais pas anticipé.
d'une table nichée au fond, une femme s'est levée, les cheveux gris tirés en un chignon doux, un tailleur noir aussi affûté qu'un marteau de juge, la juge Margaret Chen. Elle a marché calmement, avec détermination, et m'a tendu une carte ivoire impeccable. J'ai tout vu et tout entendu. Si vous avez besoin d'une déclaration, formelle ou juridique, faites-le moi savoir. Vera a pâli. Joran n'a pas bougé. J'ai tourné la carte une fois dans ma main et l'ai glissée dans ma pochette sans un mot. Tout autour de nous, la salle de bal était fracturée, comme un lustre à un boulon de s'effondrer. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. La douleur sur ma joue pulsait à chaque battement de mon cœur, mais j'ai laissé les mots monter d'un endroit plus profond que la fureur. Le mariage de demain est annulé, ai-je dit doucement, laissant chaque syllabe tranchée nette. Puis j'ai regardé Vera droit dans les yeux. Mais le règlement de compte ne fait que commencer. Je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sur la table de nuit comme s'il avait quelque chose à dire. Je ne l'ai pas attrapé immédiatement. Le silence dans la pièce était épais, seulement interrompu par la respiration douce de Briani sur le canapé où elle avait insisté pour passer la nuit. Finalement, je me suis retourné et j'ai tapoté l'écran. Premier titre, une belle-mère gifle une fondatrice de start-up lors d'une confrontation dans une salle de bal. Deuxième, une héritière de Charleston agresse sa future belle-fille, filmée par une caméra. Troisième, Slapgad devient viral alors que la vidéo de l'humiliation publique se propage pendant la nuit. Je me suis assise, j'ai passé les jambes par-dessus le bord du lit et j'ai regardé la fenêtre ouverte. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait. Les gens s'habillaient, le trafic s'intensifiait, le café se préparait. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement dans ma vie. Dans la leur. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui étais réécrite. À 9 heures du matin, mon téléphone avait 47 appels manqués. Certains de médias, certains d'investisseurs qui avaient autrefois ignoré mes propositions, me suppliant maintenant de commenter. Je les ai tous ignorés. À 10h12, Briani est entrée avec 2 cafés. Elle n'a rien dit, a juste posé un devant moi et m'a tendu une enveloppe impeccable qui avait été glissée sous la porte. C'était l'invitation de Vera, formelle comme toujours, Mademoiselle Ravenwood, veuillez confirmer votre présence à la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai souri à l'absurdité. Une cérémonie, après tout ça. 10 minutes plus tard, le téléphone de Briani a sonné. Ses yeux se sont plissés en lisant. La cathédrale vient de se retirer, a-t-elle dit. Officiellement, ils ont envoyé une déclaration à l'organisatrice de Vera disant, et je cite, « Nous ne tolérons pas la violence envers les femmes et ne fournirons pas nos locaux pour une célébration qui sape nos principes. » J'ai expiré, longuement et silencieusement. Les dominos avaient commencé à tomber. À midi, le fleuriste a suivi. Puis les traiteurs. Même la maquilleuse a envoyé un message poli mais pointu, à la lumière des récentes images, « Nous refusons de participer davantage. » L'intégrité avant le glamour. La spirale s'est resserrée. À 14 heures, Joran a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, il a réessayé. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sa voix était rauque. Mélie, s'il te plaît. Tout ceci est un malentendu. Dis juste à la presse que c'était une tension familiale. Dis que nous avons réglé ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Tu aurais dû régler ça le moment où ta mère a dit aux gens que j'étais instable, ai-je dit. Tu aurais dû te mettre entre nous le jour où elle a effacé mon nom de ma propre entreprise. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin, a-t-il murmuré. Tu l'as laissé aller aussi loin. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. En fin d'après-midi, je me tenais de nouveau sur les marches du palais de justice. Cette fois, non pas pour déposer quelque chose, mais pour parler. L'air était plus chaud que la nuit précédente, mais je me sentais plus froide à l'intérieur que je ne l'avais été depuis des mois. Les journalistes flanquaient les deux côtés. Certains respectueux, d'autres affamés. Je me suis approché du micro. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour porter des accusations criminelles. Pas encore, ai-je dit. Mais je suis ici pour récupérer ce qui m'appartenait. Et pour être clair, je n'ai jamais été instable. J'étais dérangeante pour ceux qui ne pouvaient pas me manipuler. Je me suis éloigné avant qu'ils ne puissent crier des questions de suivi. Je ne faisais pas un spectacle. Je fermais un chapitre. De retour à la maison, j'ai trouvé une carte de mariage que je n'avais pas ouverte,
enfoué au fond du sac cadeau que Vera avait livré il y a 2 mois. Sur le devant, une écriture argentée, « Bienvenue dans la famille ». À l'intérieur, son écriture, « Hâte d'appeler ton entreprise la nôtre ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis allé à la cuisine, j'ai allumé une allumette et j'ai regardé la carte se recroqueviller en cendres dans l'évier. 1 heure plus tard, la Guilde des affaires de Charleston a publié une déclaration, les accréditations de Joran suspendues en attente d'un examen éthique. L'entreprise de Vera a commencé à perdre des clients à la minute, certains postant simplement « ce n'est pas qui nous sommes ». Et puis le texto de la juge Chen, plainte pour manquement à l'éthique formellement déposée. J'ai proposé de témoigner. C'était fini. Et ça commençait. Alors que le soleil plongeait sous les chênes verts qui bordaient ma rue, Briani m'a serré dans ses bras par derrière. « Ça va » a-t-elle demandé doucement. J'ai rencontré mon propre reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me regardait était fatiguée mais plus petite. « Pas encore » ai-je dit. Mais je ne suis plus le pion de personne. L'odeur de bois de cèdre se mêlait à l'air frais de la montagne alors que je me tenais sous l'auvent de notre nouveau centre de retraite à Asheville. Derrière moi, 12 femmes chacune fondatrices, chacune marquée et toujours en train de construire étaient assises en silence en demi-cercle. Le silence n'était pas gênant. Il était choisi. Nous étions sur le point de commencer notre premier week-end de reprendre le pouvoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Je n'avais pas parlé à Joran depuis le lendemain de la gifle. Je n'ai jamais cherché à le contacter, et il n'a jamais essayé. Pas une seule fois. Peut-être qu'il savait qu'il ne fallait pas. Ou peut-être qu'il ne me connaissait pas du tout. Pas vraiment. Parfois, je me demandais encore, m'avait-il jamais aimé, ou avait-il seulement aimé l'illusion de quelqu'un de plus facile à façonner? Quoi qu'il en soit, j'ai cessé de poser des questions dont je savais qu'elles n'apporteraient pas la paix. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de nettoyage et de reconstruction. Vera a été démise de 2 conseils d'administration, l'un discrètement, l'autre publiquement. Joran a quitté Charleston dans le cadre de ce que sa dernière entreprise a appelé une rupture conventionnelle mutuelle. Ils l'ont formulé poliment, mais les gens savaient. Le nom Landreau était autrefois synonyme de vieille fortune et d'héritage. Maintenant, il était chuchoté dans les salles de conseil avec un ton différent, un ton qui portait la honte, pas la fierté. Les investisseurs ont commencé à appeler ce qui m'est arrivé le vol d'héritage. C'est devenu une étude de cas. Une revue de la Harvard Business Review a repris mon témoignage de l'audience civile. La juge Chen a publié un éditorial quelques semaines plus tard. Ce dont j'ai été témoin cette nuit-là, disait-il, est devenu viral non pas pour le drame, mais pour la clarté avec laquelle il a démantelé le mythe selon lequel le silence est une grâce. Briani était assise en face de moi maintenant, tablette à la main, examinant les nouvelles paires de mentorat pour notre incubateur. Elle avait été mon assistante un jour. Maintenant, elle était directrice des opérations et la raison pour laquelle cette retraite a même ouvert à temps. Elle était aussi mon amie, mon ancre, mon rappel que la loyauté n'était pas un mythe. Je pense qu'Hélène devrait être associée à Marissa, a-t-elle dit sans lever les yeux. Même secteur, même type de traumatisme. J'ai hoché la tête. Faisons en sorte que ça arrive. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné dans le bâtiment principal du bureau, encore inachevé, qui résonnait encore quand je marchais. Dans le coin, sous une lumière chaude, se trouvait un cadre en verre monté au mur. À l'intérieur était suspendue la robe noire que je portais la nuit où Vera m'a giflé. Les gens me demandaient pourquoi je la gardais. Parce que je n'ai jamais élevé la voix cette nuit-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai laissé la vérité parler plus fort que l'échymose. La robe n'était pas un trophée. C'était la retenue, le contrôle et la preuve. Nous avions remodelé la mission de Mavan-Corps dans les mois qui ont suivi. Nous ne construisions plus seulement des outils pour les entrepreneurs. Nous construisions une protection, un échafaudage juridique, des politiques axées sur les fondateurs, une éducation précoce pour les femmes qui ne voulaient pas être des épouses décoratives dans leurs propres entreprises. C'était un travail silencieux, mais il comptait. Je suis passé devant une petite étagère d'exposition près du bureau de la réception. Dessus reposait un porte-cartes en porcelaine fissurée. L'une des femmes du groupe de ce week-end l'avait apporté. Elle a dit que c'était la seule chose qui restait de son premier bureau après que ses beaux-parents l'aient restructuré pour la faire sortir. Nous avions toutes des histoires comme ça. Alors que le coucher du soleil approchait, je suis sorti à nouveau. Les femmes parlaient maintenant et des rires doux,
des notes partagées, des hochements de tête qui disaient « Je suis passé par là, moi aussi ». Briani m'a tendu un micro-cravate. Je l'ai clipsé sans fanfare. Je me suis avancé, me suis éclairci la gorge doucement. « Merci à toutes d'être ici », ai-je dit. Ce n'est pas un séminaire. C'est une réappropriation. Elles se sont tues. S'ils me l'avaient demandé gentiment, ai-je commencé, j'aurais peut-être partagé ce que j'ai construit. Mais quand ils ont essayé de le prendre sans permission, sans respect, je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu dans leur arène. Je leur ai donné le silence. Et puis je leur ai donné la vérité. Aucun applaudissement n'a suivi. Juste le genre d'immobilité qui ressemble à de l'oxygène entrant dans de vieilles blessures. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit allé dans ses chalets, je me suis assis seul dans la maison principale, regardant le crépuscule s'installer sur les arbres. J'ai attrapé dans le tiroir du bas de mon bureau un dossier que je n'avais pas touché depuis le matin du non-mariage. À l'intérieur se trouvait une dernière carte, celle que Vera avait envoyée dans le paquet de la mariée des mois auparavant, hâte d'appeler ton entreprise la nôtre. Je l'ai lu une dernière fois. Puis je l'ai déchiqueté lentement et j'ai nourri les morceaux dans la petite cheminée derrière moi. Pas par rage, mais parce qu'il y a une différence entre brûler quelque chose et choisir ce qui mérite la flamme. Briani est entrée tranquillement et a posé une main sur mon épaule. « Tu l'as fait ?» a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les dernières braises dans le foyer. Je ne l'ai pas fait pour gagner, ai-je dit. Je l'ai fait pour ne pas disparaître. Elle a hoché la tête, et j'ai senti sa main se resserrer légèrement. Dehors, les bois étaient calmes, non pas menaçants, juste pleins d'espace. Je n'avais plus besoin qu'on m'appelle famille. J'étais devenu quelque chose.